il y a des matins qui sentent le piège avant même qu'on ouvre les yeux. Ce matin-là, le janvier pesait sur la maison comme une dalle, et l'air de la cuisine portait cette odeur froide de carrelage humide qui ne ressemble à rien d'autre, l'odeur du sol qu'on n'a pas encore chauffé, l'odeur des maisons où personne ne s'est levé assez tôt pour allumer le chauffage. Je me souviens d'avoir posé les pieds par terre et d'avoir senti le froid monter jusqu'aux genoux comme de l'eau glacée. Je portais ma chemise de nuit blanche, celle avec les petites fleurs brodées sur le col que j'avais cousue moi-même il y a 20 ans, et mes chaussons avaient disparu. Nadège les avait encore déplacés, comme elle déplaçait tout dans cette maison, doucement, méthodiquement, comme on efface les traces d'une personne qu'on veut faire oublier. Je suis restée un instant immobile près de la fenêtre, les pieds nus sur le carrelage froid, et j'ai regardé le jardin couvert de givre. Il y avait encore des roses de novembre qui avaient tenu, desséchées mais droites sur leurs tiges, et je me suis dit ce que je me dis toujours quand je vois une fleur qui résiste au gel. Elle ne survit pas malgré ses racines, elle survit grâce à elle. On ne voit pas les racines. C'est précisément pour ça qu'on sous-estime la fleur. Ce matin-là, debout sur ce carrelage glacé, en chemise de nuit, sans mes chaussons, j'avais 79 ans et j'avais l'air d'une vieille femme abandonnée. Il s'était trompé sur les 2 tableaux. Je n'étais pas abandonnée. Et je n'avais jamais été une vieille femme ordinaire. Je m'appelle Georgette Chabrier. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin de janvier, laissez-moi vous dire qui je suis vraiment. Pas ce qu'on voit quand on me regarde, pas la petite mamie en chemise de nuit, les pieds nus dans sa cuisine, mais la femme que j'ai mis 50 ans à construire, pétale après pétale, saison après saison. Je suis née à Villefranche-sur-Saône, dans une famille qui n'avait pas grand-chose, mais qui avait la terre. Mon père cultivait des légumes, et ma mère faisait pousser des fleurs entre les rangs de poireaux, pas pour les vendre, juste parce qu'elle disait qu'une maison sans fleurs, c'est une maison sans âme. C'est elle qui m'a appris à regarder les plantes autrement, à voir dans une bouture pas encore enracinée le rosier qu'elle deviendra dans 3 ans, à comprendre que ce qui paraît fragile est souvent ce qui dure le plus longtemps. À 22 ans, j'ai épousé Henri Chabrier, un homme doux et travailleur qui réparait des machines agricoles et qui ne savait pas dire non quand on lui demandait de l'aide. Nous n'avions presque rien, mais nous avions nos mains et notre obstination. Avec les économies de 5 années de mariage et un emprunt que nous avons mis 10 ans à rembourser, j'ai ouvert ma première boutique de fleurs, rue de la Paix à Villefranche, un local de 22 mètres carrés, avec une devanture en bois peinte en vert et une odeur de lys et de terre mouillée qui faisait s'arrêter les passants sur le trottoir. J'ai tout fait moi-même au début, les compositions, les livraisons, la comptabilité dans un cahier à spirale, les achats au marché de Rungis à 4 heures du matin 2 fois par semaine. Henri m'aidait le week-end et les soirs de grande commande. Thierry est né 3 ans après l'ouverture, Julien 2 ans plus tard, et j'ai continué à travailler avec un bébé dans un porte-bébé et un autre qui dormait dans un couffin derrière le comptoir. Les clients disaient que c'était du courage. Moi, je savais que c'était de la nécessité. On ne choisit pas d'être courageux quand on n'a pas d'autre option. On choisit simplement de ne pas s'arrêter. Quand Henri est mort d'un infarctus à 54 ans, un mardi matin de mars, en ouvrant le capot d'un tracteur dans une ferme de la Dombézin, j'avais 47 ans, 2 boutiques et 2 fils qui venaient d'entrer dans l'adolescence. Je me souviens du moment où le gendarme a sonné à la porte de la boutique. Je tenais un bouquet de tulipes jaunes dans les mains et je n'ai pas lâché le bouquet. Je suis restée debout derrière le comptoir et j'ai demandé au gendarme de répéter ce qu'il venait de dire parce que j'avais besoin de l'entendre une 2e fois pour le croire. Puis j'ai posé les tulipes dans le bac d'eau, j'ai enlevé mon tablier, j'ai fermé la boutique et je suis allée reconnaître le corps. Je n'ai pas pleuré devant mes fils ce soir-là. J'ai pleuré seule, la nuit, dans la salle de bain, pendant 3 nuits d'affilée, et à partir de la 4e nuit, j'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à calculer comment on survit, calculer ce qu'il reste, calculer ce qu'on peut encore construire avec ce qui tient encore debout. C'est ce que font les fleuristes avec les bouquets abîmés. On retire les tiges cassées,
on recoupe ce qui peut encore boire de l'eau et on reconstruit quelque chose de beau avec ce qu'il reste. Henri était parti, mais les boutiques étaient clés. Les racines étaient là, et moi j'étais là. Dans les 10 années qui ont suivi la mort d'Henri, j'ai ouvert une 3e boutique à Lyon, rue de la République, et j'ai développé un réseau de clients professionnels. Hôtels, restaurants, mairies, salles de mariage, qui représentaient les 2/3 de mon chiffre d'affaires. À l'âge de 59 ans, j'ai vendu les 3 boutiques à une chaîne nationale pour une somme que je ne dirai pas ici, mais qui m'a permis d'acquérir la maison dans laquelle j'habite, de placer une partie des fonds dans 2 appartements locatifs à Villefranche que je loue discrètement depuis lors, et de conserver une réserve confortable dans un compte que j'avais ouvert seul, à mon nom, dans une agence de la Caisse d'épargne de Belleville-sur-Saône, une agence où aucun de mes fils n'avait jamais mis les pieds, dans une ville où aucun d'eux n'avait d'habitude. Ce compte, personne n'en connaissait l'existence. Ni Thierry, ni Julien, ni surtout Nadège. Maître Serge Aumont, mon avocat depuis 23 ans, le savait. Et Yvette Marchais, ma voisine de 30 ans, savait que quelque chose existait sans savoir quoi exactement. Ces deux-là formaient les 2 piliers de ce que je considérais comme mon filet de sécurité secret. Le genre de filet qu'on ne voit pas et qui est précisément pour ça le seul qui compte vraiment. Une fleuriste qui a passé sa vie à travailler avec des choses fragiles comprend une vérité que beaucoup oublient. Ce qui se voit attire les prédateurs. Ce qui ne se voit pas survit. Je veux que vous compreniez quelque chose avant d'aller plus loin, et je vous demande de m'écouter attentivement parce que ce que je vais vous dire est important. J'ai tout donné à mes fils. Tout. Pas métaphoriquement, littéralement. Leurs études, Thierry en école de commerce à Lyon, Julien en BTS comptabilité à Bourg-en-Bresse, ont été payés avec l'argent de mes fleurs. Leur permis de conduire, leur premier appartement, le dépôt de garantie pour le premier commerce de Thierry qui a fermé au bout de 18 mois, la voiture de Julien quand il a eu son accident et que l'assurance n'a couvert qu'une partie. Tout ça, c'est moi. Quand Thierry a épousé Nadège il y a 16 ans, c'est moi qui ai payé la moitié du mariage parce que la famille de Nadège n'avait pas les moyens et que Thierry me l'avait demandé en me prenant la main d'une façon qui m'avait fait fondre. Quand Julien a eu ses problèmes de jeu à 35 ans et qu'il m'a appelé à minuit en pleurant, c'est moi qui ai remboursé ses dettes sans jamais en parler à personne, pas même à Thierry. J'ai toujours cru que donner sans compter, c'était la définition de l'amour maternel. Je croyais que ça créait quelque chose d'indestructible entre une mère et ses enfants. Je me trompais. Je confondais l'amour et la dépendance. Ce que j'avais créé, sans le savoir, c'était des enfants qui savaient recevoir, mais qui n'avaient jamais appris à donner. Des plantes qui poussent si on les arrose tout le temps, mais qui n'ont pas de racines assez profondes pour tenir seules quand l'eau se fait rare. Si tu es là depuis le début, tu sais déjà que cette histoire ne finit pas comme il l'avait déjà prévu. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si mon histoire te touche, si tu sens que tu mérites d'entendre des récits comme celui-ci, des histoires vraies, de femmes vraies, qui n'ont pas tout perdu même quand on a tout fait pour les briser, alors abonne-toi à cette chaîne et laisse un like sur cette vidéo. Ce n'est pas grand-chose pour toi, mais ça m'aide à savoir que je ne raconte pas dans le vide. Et reste avec moi. Ce qui arrive maintenant, je n'aurais jamais imaginé le traverser. Et pourtant, je l'ai traversé. Debout. Les choses ont commencé à changer après que Nadège a perdu son emploi de responsable RH dans une entreprise de logistique de Dardilly. C'était il y a 2 ans. Elle avait 46 ans, un salaire confortable, un titre sur sa carte de visite et une façon de se tenir à table qui donnait l'impression qu'elle évaluait en permanence si vous étiez à la hauteur de la situation. Quand elle a perdu son poste dans une restructuration, quelque chose s'est déplacé dans la maison, dans leur maison d'abord, puis dans la mienne, parce qu'il faut savoir que depuis 6 ans, Thierry et Nadège habitaient à 20 minutes de chez moi et venaient dîner ici presque tous les dimanches. J'avais ma maison pour moi, mes habitudes, mes géraniums sur le rebord de la fenêtre et ma liberté de me lever à l'heure que je voulais.
Puis Nadège a perdu son travail. Et Thierry m'a appelé pour me dire qu'il traversait une période difficile et qu'il faudrait peut-être envisager de les accueillir quelques semaines le temps de se retourner. Quelques semaines. C'est toujours ainsi que ça commence. Quelques semaines. Et puis, les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent une installation. Et un jour, on se réveille en chemise de nuit, les pieds nus dans sa propre cuisine, et on se rend compte qu'on est devenu une étrangère dans sa propre maison. Ils ont emménagé un samedi de septembre avec 6 caisses, 4 valises et une assurance de Thierry que ça ne durerait pas plus d'1 mois ou 2, le temps de stabiliser leur situation financière. Nadège avait apporté ses propres épices, ses propres casseroles, ses propres serviettes de table. Et dès le premier soir, elle avait réorganisé les placards de la cuisine d'une façon qui m'avait laissé sans voix. Elle avait déplacé mes bocaux d'herbes séchées, sorti mes vieilles passoires pour les mettre dans un carton dans le garage et remplacé ma cafetière italienne par une machine à capsules qu'elle avait posée exactement au milieu du plan de travail, comme si elle plantait un drapeau. J'avais 77 ans à ce moment-là et j'avais l'habitude de laisser passer les choses qui ne méritent pas une guerre ouverte. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais qu'on peut tolérer des capsules pendant 2 mois. Je faisais ce que je sais faire. Je taillais court, je laissais respirer, je donnais de l'espace en espérant que la plante trouve son propre équilibre. Mais Nadège n'était pas une plante qu'on taille pour qu'elle reprenne. Nadège était une plante invasive, le genre qui colonise doucement, imperceptiblement, jusqu'au jour où on réalise qu'elle a recouvert tout le jardin et qu'on ne sait même plus où était la frontière. Au bout de 6 semaines, Thierry m'avait demandé si je pouvais signer une procuration générale pour leur permettre de gérer certains de mes comptes courants le temps qu'ils trouvent un arrangement avec leur banque. Il avait formulé ça d'une façon tellement raisonnable, avec ses lunettes sur le nez et son ton de cadre qui explique une réorganisation à ses employés, que j'avais failli dire oui par réflexe, comme on dit oui à quelqu'un qu'on aime depuis la naissance. Mais quelque chose dans le mouvement de ses mains, ce geste de poser le papier sur la table sans me regarder, m'avait arrêté. J'avais dit que j'allais y réfléchir. Thierry avait dit « Bien sûr, maman, prends le temps ». Et Nadège, depuis l'entrée où elle faisait semblant de ranger des manteaux, n'avait rien dit. C'était la première fois que je la voyais ne rien dire. Et c'est ce silence-là qui m'avait alerté, pas la demande. Une fleuriste reconnaît les périodes de dormance. Ce n'est pas quand la plante ne pousse plus qu'il faut s'inquiéter, c'est quand elle arrête de signaler. Le silence de Nadège ce soir-là sentait la stratégie. J'avais appelé Maître Aumont le lendemain matin, depuis ma chambre, la porte fermée à clé, d'une voix basse et posée. Je lui avais expliqué la situation. Il m'avait écouté sans m'interrompre, comme il le fait toujours, et à la fin il avait dit « Georgette, ne signez rien. Et si les choses deviennent inconfortables, appelez-moi immédiatement. J'ai vos enveloppes dans mon coffre. » Ces enveloppes. 4 enveloppes Kraft que je lui avais remises 3 ans plus tôt lors d'une visite que j'avais présentée comme une simple mise à jour de mon testament. Dans la première enveloppe, les actes de propriété de mes 2 appartements locatifs, les 2 enregistrés à mon nom seul dans une SCI dont aucun de mes fils ne savait l'existence. Dans la deuxième, un relevé du compte de la Caisse d'épargne de Belleville, avec le solde et les instructions de gestion en cas d'incapacité. Dans la troisième, une lettre manuscrite décrivant mes volontés concernant la maison et les conditions que je posais à tout héritage. Dans la quatrième, le numéro de série et le code PIN d'un téléphone à touche Nokia que j'avais acheté en liquide dans une boutique de téléphonie de Villefranche 6 mois après l'emménagement de Thierry et Nadège et que je gardais dans le double fond d'une boîte en fer vert portant l'inscription « Graines de clématite, récolte 2019 » posée sur l'étagère du haut dans mon atelier de bouture, une pièce dans laquelle Nadège n'entrait jamais parce qu'elle disait que l'odeur de terreau lui donnait la nausée. Chaque détail avait été pensé. Chaque précaution avait été prise. Pas par paranoïa, par expérience. Une femme qui a géré 3 boutiques de fleurs pendant 30 ans sait que les bonnes compositions ne s'improvisent pas. On prépare les tiges à l'avance, on conditionne l'eau,
On a toujours un bouquet de secours au frigo pour les commandes de dernière minute. J'avais fait, dans ces jours d'octobre, quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'avais demandé de l'aide sans montrer que j'en avais besoin. C'est un art délicat que seules les personnes qui ont beaucoup donné comprennent vraiment. Savoir recevoir sans paraître vulnérable, savoir se préparer sans laisser voir qu'on se prépare. J'avais appelé Yvette un après-midi sous prétexte de lui emprunter du sucre en poudre. Et dans sa cuisine, pendant qu'elle cherchait le sucre dans son placard du haut, je lui avais dit à voix basse, en regardant droit devant moi comme si je parlais à la fenêtre, « Yvette, si un jour tu vois quelque chose d'inquiétant depuis ta cuisine, garde une trace. » Elle ne m'avait pas regardé non plus. Elle avait posé le sucre sur la table et elle avait dit « J'ai toujours mon téléphone chargé. C'est tout. 30 ans d'amitié, ça donne parfois la capacité de se comprendre sans avoir besoin de formuler. » Yvette avait compris et elle avait gardé son téléphone chargé. Le mois de novembre avait apporté son lot de petites humiliations si régulières qu'elle finissait par ressembler à quelque chose de normal. Et c'est précisément là que réside le génie pervers de ce type de traitement. Nadège avait pris l'habitude de baisser le chauffage la nuit en disant que c'était pour économiser, sans jamais me demander si j'avais froid. Elle faisait les courses le samedi et ne rentrait pas de yaourt à la pêche, ma variété préférée depuis 40 ans, sous prétexte que ça prend de la place dans le frigo. Elle avait déplacé mon fauteuil du salon, le fauteuil vert amande dans lequel je regardais mes émissions du soir depuis 15 ans, et l'avait remplacé par une méridienne qu'elle avait trouvée dans la cave et qui sentait le renfermer. Quand je lui avais demandé où était mon fauteuil, elle avait dit qu'elle l'avait mis dans le garage parce qu'il cassait l'harmonie du salon. Je n'avais rien dit. Je l'avais regardé et j'avais pensé « Les herbes folles poussent partout si on ne les taille pas. Mais le bon jardinier sait aussi choisir son moment. » Et mon moment n'était pas encore venu. Thierry, lui, avait évolué d'une façon que je ne reconnaissais pas et qui me faisait plus de peine que tout le reste. Mon fils aîné, ce garçon qui pleurait à chaudes larmes à 6 ans quand il trouvait un oiseau mort dans le jardin, était devenu un homme qui savait détourner le regard. C'est une compétence qu'on développe à force de vivre avec quelqu'un qui nous apprend qu'il est plus confortable de ne pas voir. Je le voyais, ce regard qui glissait vers la fenêtre ou vers son téléphone chaque fois que Nadège disait quelque chose qui me blessait. Il ne l'arrêtait pas, il ne me défendait pas. Il laissait faire avec cette passivité tranquille qui, à force, ressemble à une participation. La complicité n'a pas besoin de mots, il suffit de regarder ailleurs. Julien venait moins souvent. Il habitait à Bourg-en-Bresse avec sa compagne depuis 4 ans, et ses visites s'étaient espacées au fil des mois, jusqu'à n'être plus que des appels téléphoniques du dimanche, de plus en plus courts, de plus en plus superficiels. Quand je lui parlais de la situation à la maison, il écoutait avec cette façon de soupirer qui voulait dire qu'il était désolé mais qu'il n'allait rien faire. « C'est compliqué, maman. Thierry a ses raisons. Nadège traverse une période difficile. Essaie d'être patiente. » Julien avait la spécialité des réponses qui ressemblent à de la compassion mais qui ne coûtent rien. Il avait 47 ans et il ressemblait encore à un garçon qui préfère ne pas se mouiller pour ne pas avoir à choisir entre son frère et sa mère. Je savais depuis longtemps que Julien n'était pas méchant. Il était simplement lâche, ce qui est parfois pire. La nuit du 17 janvier, je n'arrivais pas à dormir. Je me levais souvent la nuit ces temps-là. Le froid, l'inquiétude, une légèreté du sommeil qui vient avec l'âge et avec le stress. J'avais enfilé mes chaussons, pris mon gilet sur la chaise et je descendais à la cuisine pour me faire une tisane quand j'ai entendu des voix dans le salon. La porte était entr'ouverte. La lumière de la lampe de chevet de Thierry filtrait dans le couloir. Ils étaient assis tous les deux sur le canapé, Thierry et Nadège, et ils parlaient à voix basse, mais dans cette maison, les murs ne retiennent pas les sons. Je l'ai toujours su, c'est pourquoi j'avais choisi cette maison. Je me suis arrêtée dans le couloir, dans l'obscurité, adossée au mur, et j'ai écouté. Et ce que j'ai entendu, je ne l'oublierai jamais. Pas parce que c'était surprenant. J'avais senti venir quelque chose depuis des semaines, mais parce que l'entendre dit à voix haute, avec cette froideur tranquille, avec ces mots précis,
par la voix de mon propre fils, ça fait quelque chose que les mots ne peuvent pas tout à fait rendre. Elle ne va pas signer d'elle-même, disait Nadège. Tu le sais très bien. Tant qu'elle a la tête froide, elle ne signera rien. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas le choix. Thierry a répondu quelque chose d'indistinct, et Nadège a continué plus froide encore. À 79 ans, seule, sans ses boutiques, sans revenus propres, qu'est-ce qu'elle va faire? Appeler qui? Maître Aumont? Elle n'a même pas son numéro par cœur. Son téléphone, on peut le prendre. Et si on coupe Internet, elle est coupée du monde. J'entendais Thierry respirer. Il ne disait rien. Nadège reprenait. Les appartements à Villefranche, on les a cherchés. Ils ne sont pas à son nom visible. Mais la maison ici, elle est à elle. Si on obtient la procuration, on peut gérer. Et si on la met en maison de retraite, on peut demander la tutelle dans 6 mois en disant qu'elle n'est plus autonome. Il suffit qu'elle donne l'impression. Il y a eu un silence. Et puis la voix de Thierry, basse, fatiguée. Soyons raisonnables, Nadège. On n'en est pas là. Et Nadège, on en est exactement là. Tu veux que je te dise? Je dis ça pour ton bien, Thierry, et pour le nôtre. Une vieille qui exagère, c'est tout. Les gens voient ce qu'on leur montre. Je suis restée dans le couloir sans bouger pendant encore 2 minutes. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient calmes. C'est ça que 30 ans de fleuristerie apprennent, à tenir ferme les choses fragiles, même quand on tremble à l'intérieur. Je suis retournée dans ma chambre sans faire de bruit. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai réfléchi. Et quand le matin est arrivé, j'avais un plan. Le lendemain matin, j'ai fait semblant de ne rien avoir entendu. C'est une des choses qu'on n'apprend pas dans les livres, mais que la vie vous enseigne à coup de nécessité. Parfois, la meilleure réponse à la trahison est le silence stratégique. Laissez l'autre croire qu'il est plus intelligent que vous. Laissez le piège se refermer sur des jambes qui ne sont pas les vôtres. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai dit bonjour à Nadège avec le même ton que tous les jours, j'ai relu le journal que Thierry avait laissé sur la table et j'ai attendu. Je savais que ça allait venir. Je savais que la pression allait augmenter. Et le lendemain matin du 19 janvier, à 7h45, ça est venu. J'étais dans la cuisine, les pieds nus sur le carrelage froid parce que je n'avais pas encore trouvé mes chaussons. Ils avaient encore été déplacés, posés cette fois dans le couloir derrière la porte, là où je ne les voyais pas. Je venais d'allumer la bouilloire. Je portais ma chemise de nuit blanche avec les petites fleurs brodées. Thierry était assis à la table, son téléphone entre les mains. Et Nadège est entrée dans la cuisine avec le document de procuration à la main. Le même que Thierry m'avait présenté 2 mois plus tôt. Et elle l'a posé sur le plan de travail devant moi avec un stylo par-dessus. « Georgette », elle a dit. Et sa voix avait cette douceur qui ressemble à de la politesse, mais qui est en réalité une menace habillée proprement. « On a besoin que tu signes ça aujourd'hui. La banque attend. » Je n'ai pas pris le stylo. J'ai regardé le document et j'ai dit que j'allais réfléchir. Nadège a pris une grande inspiration et elle a regardé Thierry d'une façon que j'ai vue du coin de l'œil. Un regard bref, chargé de tout ce qu'il s'était dit la nuit d'avant. Et puis elle a pris la casserole qui était sur l'égouttoir, elle l'a mise sous le robinet, elle l'a remplie d'eau froide et elle me l'a renversée dessus. Ce n'était pas un accident, elle ne glissait pas, elle ne m'a pas percutée. Elle a soulevé la casserole à 2 mains et elle l'a vidée sur moi, de haut en bas, lentement, comme on arrose une plante. Sauf que le regard qu'elle avait en faisant ça n'avait rien à voir avec l'arrosage. Il avait la précision froide de quelqu'un qui a décidé qu'une démonstration de force était nécessaire. L'eau était glacée. En janvier, dans cette maison pas assez chauffée, l'eau du robinet était glacée. J'ai eu un cri, un seul cri, court, involontaire, le genre de son que le corps produit avant que la tête ait le temps de décider. Et puis j'ai serré les dents, je me suis retrouvée debout, trempée, en chemise de nuit, les pieds nus sur le carrelage froid, et j'ai regardé Thierry, mon fils, mon aîné. Il avait les yeux sur son téléphone. Il avait détourné le regard. Nadège a posé la casserole dans l'évier et elle a dit, avec ce calme qui est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais entendue, pour lui faire passer ses caprices.
Je n'ai pas bougé. L'eau gouttait de ma chemise de nuit sur le carrelage. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je les ai regardés tous les deux. Nadège qui me tournait le dos, Thierry qui regardait son écran. Et j'ai pensé à mes roses de novembre dans le jardin, debout dans le gel, racines profondes, invisibles. Ce que Nadège ne savait pas, ce que Thierry ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne savait, c'est qu'Yvette Marchais était à sa fenêtre depuis 10 minutes. Yvette habite la maison d'en face, séparée de la mienne par une haie de lauriers et une allée pavée d'une dizaine de mètres. Sa cuisine donne exactement sur ma cuisine. C'est quelque chose qu'on avait remarqué il y a 20 ans, en riant, Yvette et moi, en découvrant qu'on pouvait se faire des signes de la main à travers les vitres le matin. Ce matin-là, Yvette était debout tôt, comme toujours. Elle a l'insomnie des vieilles personnes qui ont trop de choses dans la tête. Et elle m'avait vue à la fenêtre quelques minutes avant que ça ne se passe. Elle avait vu Nadège entrer dans la cuisine. Elle avait senti quelque chose. Elle avait pris son téléphone et elle avait filmé. Yvette avait 73 ans, une cataracte à l'œil gauche et les réflexes d'une femme qui a élevé 4 enfants seule après son divorce et qui sait reconnaître une situation dangereuse avant qu'elle ne devienne une catastrophe. Elle filmait depuis la fenêtre de sa cuisine, à travers les vitres et la haie de laurier, et la vidéo montrait clairement, assez clairement pour ce que j'allais en faire, une femme en chemise de nuit debout dans une cuisine et une autre femme qui lui renversait une casserole d'eau dessus pendant qu'un homme regardait son téléphone. Yvette n'était pas seule. Sa fille Brigitte était venue lui rendre visite ce week-end-là et dormait encore dans la chambre du haut quand elle avait entendu sa mère l'appeler à voix basse depuis la cuisine. Brigitte était assistante sociale dans un cabinet de protection de l'enfance et des personnes vulnérables à Lyon. Un détail qui aurait peut-être donné des frissons à Nadège si elle l'avait su. Les deux femmes avaient regardé la vidéo ensemble. Brigitte avait dit une seule chose. « Maman, tu gardes ça précieusement. » Et Yvette m'avait envoyé un message sur le téléphone secret que je lui avais confié 6 mois plus tôt. Un message en 3 mots. J'ai tout vu. Je me suis changée dans ma chambre, porte fermée à clé. J'ai posé la chemise de nuit mouillée sur le bord de la baignoire. J'ai mis un pantalon chaud, un pull de laine, des chaussettes épaisses et mes boots à lacets, les mêmes que je mettais pour aller au marché de Rungis à 4 heures du matin, des boots qui tiennent chaud et qui tiennent aux pieds quand on a besoin d'être debout longtemps. Puis j'ai regardé ma chambre et j'ai su que c'était aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. J'ai soulevé le dessous de lit en velours vert, j'ai extrait la boîte en fer portant l'inscription « Graines de clématite, récolte 2019 » et j'ai sorti le téléphone Nokia. Je l'ai allumé. La batterie était à 72%. Je le chargeais régulièrement dans l'atelier depuis que je l'avais caché là. J'ai composé le numéro de Maître Aumont. Il a répondu à la 2e sonnerie. Depuis le moment où j'avais dit à voix basse à Maître Aumont « Serge, c'est aujourd'hui », jusqu'au moment où la réunion dans mon salon était terminée, il s'était écoulé exactement 6 jours. 6 jours pendant lesquels j'avais continué à vivre dans cette maison comme si rien ne s'était passé, à sourire au petit déjeuner, à regarder les émissions du soir sur la télévision du salon, ce salon d'où mon fauteuil avait disparu, et à laisser Nadège croire qu'elle avait eu le dernier mot avec sa casserole. 6 jours pendant lesquels Maître Aumont avait travaillé avec une précision que je lui connaissais depuis 23 ans. Il avait fait révoquer les procurations existantes. Il y en avait 2 que j'avais signées des années plus tôt pour des raisons administratives sans en comprendre toutes les implications, et avait contacté ma banque principale pour bloquer tout mouvement supérieur à 500 € sans ma validation directe, par appel téléphonique, à un numéro secret que j'avais choisi moi-même. Il avait contacté les services sociaux de la mairie de Villefranche via Brigitte, la fille d'Yvette, pour une déclaration formelle concernant la situation que j'avais vécue. Et il avait pris rendez-vous avec 2 gendarmes de la brigade locale, des hommes que Brigitte connaissait personnellement dans le cadre de son travail, pour être présents le vendredi suivant à 14 h dans ma maison. Si tu m'écoutes depuis un pays loin d'ici,
Si tu suis mon histoire depuis une autre ville, un autre continent, j'aimerais vraiment savoir où tu es en ce moment. Laisse-moi un commentaire avec le nom de ta ville ou de ton pays. Tu ne peux pas imaginer combien ça compte pour moi de savoir qui est là, qui m'écoute, qui a fait le chemin jusqu'ici avec moi. Et dis-moi aussi ce que tu penses de ce que Nadège a fait, parce que moi j'ai besoin d'entendre ce que les gens comme toi en pensent. Le vendredi 25 janvier, à 13h30, j'ai dit à Nadège que Maître Aumont allait passer dans l'après-midi pour finaliser quelques papiers administratifs et que j'aurais besoin qu'elle et Thierry soient présents. Nadège a eu l'air satisfaite. Elle a dû penser que j'avais finalement décidé de signer la procuration, que la casserole avait eu l'effet escompté, que la démonstration avait fonctionné. Elle portait cette satisfaction d'une façon particulière, Nadège, une légère décontraction dans les épaules, un sourire qui ne touchait pas les yeux. Elle a appelé Thierry au bureau et il est rentré à 13h50. Julien, lui, avait été prévenu par téléphone le matin même, par moi, depuis le téléphone secret. Et il est arrivé de Bourg-en-Bresse à 14h05, l'air hébété et légèrement coupable, comme quelqu'un qui ne sait pas exactement à quoi il vient, mais qui a compris que c'était important. Yvette est arrivée à 14h10 avec Brigitte et elles se sont installées dans le salon sans que j'aie besoin de leur expliquer quoi faire. Maître Aumont est arrivé à 14h15 exactement avec sa mallette en cuir marron que je connaissais depuis 23 ans et derrière lui, 2 gendarmes en tenue, l'adjudant Moreau et la gendarme Petit, qui sont restés debout près de la porte d'entrée. Nadège a compris dans les 2 premières secondes que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Je l'ai vu sur son visage. D'abord la surprise, puis le calcul rapide, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur habillée en colère. Thierry a regardé les gendarmes, puis Maître Aumont, puis moi, et son visage a fait ce voyage que j'avais attendu des années, de la certitude à l'incertitude. Il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « Assieds-toi, Thierry ». Il s'est assis. Julien s'est assis aussi, sur le bord du canapé, les mains sur les genoux. Nadège est restée debout. Maître Aumont a posé sa mallette sur la table basse, l'a ouverte, et en a sorti 3 chemises cartonnées qu'il a posées soigneusement l'une à côté de l'autre. Puis, il a redressé ses lunettes et il a dit, de sa voix de notaire qui a l'habitude de parler lentement pour être sûr d'être compris, « Je suis ici en qualité de conseil et représentant légal de Madame Georgette Chabrier. Il y a plusieurs éléments dont nous devons discuter aujourd'hui et je vous demanderai de me laisser aller au bout de chaque point avant d'intervenir. » Nadège a dit « On n'a aucune obligation de participer à cette mise en scène. » Maître Aumont l'a regardé par-dessus ses lunettes avec le calme particulier de quelqu'un qui a vu des situations bien plus agitées que celle-ci et qui a toujours attendu qu'elle se calme. Il a dit « Vous avez tout à fait le droit de partir, Madame Chabrier-Rondeau. Mais dans ce cas, les gendarmes que vous voyez ici prendront note de votre absence dans leur rapport, ce qui n'arrangera pas nécessairement votre situation. » Nadège n'est pas partie. Elle s'est assise. Maître Aumont a ouvert la première chemise. Il a expliqué en termes simples et précis que les 2 procurations précédemment signées par moi avaient été formellement révoquées par acte notarié le lundi 21 janvier et que tout document circulant depuis cette date basé sur ces procurations était nul et sans valeur. Il a posé la copie de l'acte de révocation sur la table. Thierry a dit « Mais on avait un accord. » J'ai dit « Non, Thierry. Tu m'avais demandé quelque chose et j'avais dit que j'allais réfléchir. J'ai réfléchi. » Maître Aumont a ouvert la 2e chemise. Il a expliqué que le compte bancaire principal avait été sécurisé et qu'un mécanisme d'alerte avait été mis en place pour tout mouvement inhabituel. Il a posé le document bancaire sur la table. Puis il a ouvert la 3e chemise et là il a sorti quelque chose que ni Thierry, ni Julien, ni surtout Nadège n'attendaient. Un document attestant de l'existence d'une SCI détenant 2 appartements locatifs à Villefranche-sur-Saône, enregistrés au nom de Georgette Chabrier, avec une valeur nette estimée à 320 000 €.
et un relevé de compte de la caisse d'épargne de Belleville-sur-Saône indiquant un solde que je ne dirai pas ici, mais qui était suffisant pour qu'on entende Nadège retenir son souffle de l'autre côté de la table. Il y a eu un silence. Puis Julien a dit, d'une petite voix, « Je ne savais pas que tu avais ça. » J'ai dit, « C'est le principe, Julien. » Thierry avait les yeux fixés sur les documents, les lèvres serrées. Nadège cherchait quelque chose, une fissure, une erreur, un angle d'attaque, et ne trouvait rien. Alors elle a fait ce que les gens qui ont perdu font toujours en dernier recours. Elle a essayé les émotions. Elle s'est tournée vers moi avec une expression que j'aurais pu confondre avec de la sincérité si je ne l'avais pas entendue cette nuit-là dans le salon. Elle a dit, « Georgette, on a toujours voulu ton bien. On a tout fait pour t'aider. Si on a mal communiqué, je suis désolée, mais on n'a pas mérité ça. » J'ai attendu qu'elle finisse. Et puis j'ai dit, posément, en la regardant droit dans les yeux, « Nadège, une bouture qu'on arrose avec de l'eau glacée en plein hiver ne pousse pas. Elle meurt. Et le jardinier qui a fait ça n'a pas le droit de s'étonner qu'il n'y ait plus de fleurs. » Brigitte a posé son téléphone sur la table et a fait lire la vidéo. 22 secondes. Le son de la casserole, mon cri, le silence de Thierry, la voix de Nadège, pour lui faire passer ses caprices. Thierry a fermé les yeux. Julien a regardé par terre. Nadège a dit « C'est hors contexte ». L'adjudant Moreau a dit, très calmement, « Madame, nous avons vu et entendu. Nous avons également recueilli la déclaration de Madame Marchais. Il y a ici des éléments constitutifs de maltraitance envers une personne âgée vulnérable. Si Madame Chabrier souhaite déposer plainte, nous sommes en mesure de recueillir sa déclaration maintenant. » J'ai regardé Thierry, mon fils, ce garçon de 6 ans qui pleurait pour un oiseau mort dans le jardin, et j'ai dit « Pas de plainte, adjudant, pour l'instant. » J'avais insisté sur les 2 derniers émaux. Maître Aumont a posé la dernière série de documents sur la table. Les conditions. Premièrement, Thierry et Nadège quitteraient la maison dans les 7 jours suivants. Deuxièmement, un audit de tous les mouvements financiers sur mes comptes courants principaux sur les 18 derniers mois serait effectué par un expert comptable désigné par Maître Aumont. Troisièmement, tout montant identifié comme prélevé sans mon consentement explicite ferait l'objet d'un remboursement sous contrôle notarial dans un délai de 6 mois. Quatrièmement, Julien, en tant que fils cadet et co-héritier potentiel, serait inclus dans le même audit et soumis aux mêmes conditions. Cinquièmement, toute tentative de contestation de ces conditions ou de pression sur ma personne de quelque nature que ce soit entraînerait le dépôt immédiat de plainte et l'activation de procédures de tutelle inversée. Non pas sur moi, mais pour ma protection. Thierry a dit, d'une voix qui n'était plus celle du cadre rationnel, mais celle d'un homme qui vient de perdre quelque chose qu'il croyait avoir. « Tu avais planifié tout ça. Depuis quand ?» J'ai dit, « Depuis que j'ai entendu ta femme dire qu'une vieille qui exagère, c'est tout. » Il n'a pas répondu. Nadège regardait la table. Julien regardait ses mains. La pièce était silencieuse, et dans ce silence, on entendait le vent contre les vitres et le tic-tac de la pendule que j'avais depuis 20 ans sur l'étagère du salon, à côté de la photo d'Henri. Maître Aumont a rangé ses chemises. Il a fermé sa mallette. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux exactement ce dont j'avais besoin ce jour-là. Le respect tranquille d'un homme qui savait depuis 23 ans ce que je valais et qui était content que tout le monde le sache enfin. Il y avait une autre dimension de cette contre-offensive dont je n'ai pas encore parlé et qui s'est déroulée en parallèle des procédures juridiques dans un registre plus silencieux mais tout aussi décisif. Le mercredi 22 janvier, soit 2 jours après que Maître Aumont avait activé les blocages sur mes comptes, Thierry avait tenté de faire un virement depuis son téléphone via l'accès bancaire que je lui avais accordé 1 an plus tôt pour gérer les factures de la maison. La transaction avait été automatiquement rejetée et il avait reçu un message de la banque lui indiquant que l'accès avait été révoqué
et qu'il devait contacter le titulaire du compte. Il m'avait appelé immédiatement d'une voix qui cherchait à rester calme, mais dans laquelle je reconnaissais quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, la panique. Il avait dit que la banque avait un problème. J'avais dit que j'avais fait une mise à jour de sécurité. Il y avait eu un silence. Et puis il avait dit « Est-ce que tu peux rappeler la banque pour rétablir l'accès? J'ai besoin de faire un virement. » J'avais dit « Je m'en occupe moi-même, Thierry. » Et j'avais raccroché. Le soir même, Nadège avait essayé d'utiliser la carte de débit secondaire que Thierry m'avait demandé de lui faire établir pour les courses du quotidien. La carte avait été annulée le lundi matin à la 1re heure, sur instruction de Maître Aumont. Elle avait tenté de payer au supermarché Carrefour de la rue du Maréchal Foch avec cette carte pour un montant de 187 € et la caissière lui avait rendu la carte en lui disant que la transaction était refusée. Une voisine commune d'Yvette était dans la file derrière elle ce soir-là. Elle avait dit à Yvette qu'il y avait eu un moment de silence gênant, que Nadège avait sorti une autre carte qui avait également été refusée et qu'elle était repartie avec seulement les articles les plus urgents, payés en espèces, depuis son portefeuille, le visage fermé et les épaules raides, comme celles de quelqu'un qui découvre soudainement qu'elle ne contrôle plus rien. Je n'avais pas eu de satisfaction cruelle à entendre ça, mais j'avais pensé que c'était la première fois depuis longtemps que Nadège éprouvait ce que ça fait de ne pas avoir le dernier mot. Dans les jours qui ont suivi, l'audit a révélé des prélèvements que je soupçonnais et d'autres que je ne savais pas. Sur les 18 derniers mois, des virements successifs avaient été effectués depuis mon compte courant principal vers un compte au nom de Thierry pour un total de 22 400 € présentés dans les libellés bancaires comme des remboursements de charges et des avances familiales. Ces formulations avaient été choisies par Nadège. Maître Aumont en avait retrouvé la trace dans des échanges de mails que Thierry n'avait pas pensé à effacer de son téléphone professionnel que je pouvais consulter via l'accès administrateur que j'avais configuré moi-même quand je lui avais offert cet abonnement il y a 4 ans. Il y avait aussi plus récemment 2 prélèvements pour des abonnements à des services de streaming et une assurance que je n'avais jamais souscrit, domiciliée sur mon compte. 4 200 € en tout et un montant de 3 000 € prélevé en espèces depuis un distributeur automatique à Lyon le mercredi 9 novembre, le jour où j'avais une consultation médicale à Villefranche et où j'avais laissé ma carte principale sur la table de la cuisine par erreur. Quand Maître Aumont a présenté ces chiffres à Thierry lors d'une réunion à son cabinet, Thierry a dit qu'il n'était pas au courant du retrait en espèces. Maître Aumont a posé sur la table la photo du distributeur automatique imprimée depuis la vidéosurveillance bancaire que la banque avait fournie sur demande officielle. On y voyait Nadège, en manteau gris, à 11h42 du matin le 9 novembre. Thierry a regardé la photo longtemps, et puis il a dit, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, une voix creuse, vidée de tout ce qu'elle contenait habituellement. Je ne savais pas. Maître Aumont a dit « C'est possible, monsieur Chabrier, mais ça ne change pas les obligations de remboursement. » Thierry a signé l'accord de remboursement ce jour-là. Julien avait signé le sien 2 jours plus tôt. Il y avait pour lui un montant moins important, 11 000 € sur plusieurs années, liés à des prêts familiaux jamais remboursés et formalisés en créance par Maître Aumont. Les semaines qui ont suivi le départ de Thierry et Nadège de la maison ont eu la texture particulière des lendemains de tempête. Ce calme, un peu incrédule, cette façon qu'a l'air d'être différent quand on peut enfin respirer sans calculer. J'ai retrouvé mon fauteuil vert amande dans le garage, légèrement poussiéreux mais intact. Je l'ai installé à sa place habituelle dans le salon. J'ai remis ma cafetière italienne sur le plan de travail. J'ai racheté des yaourts à la pêche. J'ai allumé le chauffage à la température qui me convenait. Et j'ai passé un après-midi entier dans mon atelier de bouture à rempoter des pélargoniums qui avaient souffert du froid de janvier, à retailler les tiges mortes, à presser la nouvelle terre autour des racines avec ce geste que mes mains font encore naturellement après tant d'années, ferme, précis, attentif.
Une fleuriste retraite peut ne plus avoir de boutique. Elle n'arrête jamais de sentir les plantes. Tu es encore là? Alors laisse-moi te dire quelque chose avant de terminer. Si tu m'as accompagné jusqu'ici, tu mérites de savoir comment ça se termine vraiment. Et pour que d'autres femmes comme moi puissent entendre cette histoire, des femmes qui pensent qu'elles n'ont plus de recours, qu'il est trop tard, que personne ne les écoutera. Abonne-toi à cette chaîne. C'est tout ce que je te demande pour qu'on se retrouve, pour qu'il y en ait d'autres après moi. 6 mois après ce vendredi de janvier, ma vie ressemblait à quelque chose que j'aurais pu dessiner avant d'y vivre. Thierry et Nadège s'étaient installés dans un appartement à caluire et cuire, un appartement de 62 mètres carrés, correct mais pas luxueux, loué et non propriétaire pour la première fois en 15 ans. Thierry avait trouvé un poste de responsable commercial dans une PME de Chassieux après plusieurs semaines de recherche. Nadège travaillait à mi-temps dans l'administration d'une école privée de Lyon. Ils avaient une seule voiture, une Renault Clio de 5 ans, et leur fin de mois n'était net plus des questions de standing, mais des questions de budget réel. Je n'en avais pas de satisfaction cruelle, vraiment pas, mais j'en avais un soulagement profond, parce que ce que je voyais dans les yeux de Thierry les dimanches où il venait me rendre visite, seul, sans Nadège qui avait trouvé une excuse 2 fois sur 3, c'était quelque chose que je n'y avais pas vu depuis des années, la conscience. La conscience de ce qu'il avait laissé faire, la conscience de ce qu'il n'avait pas dit, la conscience du silence qui coûte plus cher que n'importe quelle parole. Ces dimanches-là, Thierry s'asseyait dans la cuisine et je lui préparais du café. Dans la cafetière italienne, pas dans les capsules, et on parlait. Pas de l'argent, pas des documents, pas de Nadège. On parlait comme on n'avait plus parlé depuis des années. Il me racontait son travail, les difficultés, un collègue avec lequel il ne s'entendait pas, une négociation difficile. Il avait maigri un peu, pas de façon alarmante, mais assez pour que ses vêtements aient une façon différente de se tenir sur lui, plus simple, moins ajustée. Ses mains sur la tasse à café avaient quelque chose de différent aussi. Je les avais regardées un dimanche et je m'étais dit qu'elles ressemblaient davantage aux mains d'Henri qu'à celles du cadre commercial qu'il avait été. Les mains d'un homme qui travaille vraiment, pas d'un homme qui gère des personnes qui travaillent. Je ne lui avais pas dit ça. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être entendues. Il me parlait parfois de Nadège, prudemment, avec des mots choisis qui voulaient éviter de me mettre dans une position inconfortable. Il y avait eu des disputes, des silences, des remises en question. Je ne lui demandais pas ce qu'il avait décidé de faire de leur mariage. Ce n'était pas mon choix à faire. Et j'avais appris depuis longtemps que les choix des autres, même ceux de ses propres enfants, ne nous appartiennent pas. Ce qui m'importait, c'est qu'il continuait à venir. Et parfois il regardait avec cette façon particulière qu'il avait quand il était petit garçon, quand il venait me retrouver dans la boutique et s'installait sur le tabouret derrière le comptoir pour me regarder travailler. Ce regard-là, je ne l'avais pas perdu. Il avait juste été recouvert pendant des années par des couches d'autre chose. Julien était venu me voir 2 fois depuis janvier. La première fois, il était arrivé avec des fleurs, une ironie qu'il n'avait pas saisie et que j'avais savourée seule. Un bouquet de tulipes roses un peu maladroit, acheté chez un fleuriste qui avait oublié de retirer les feuilles du bas des tiges. Je les avais mises dans un vase quand même. La deuxième fois, il était venu seul, sans sa compagne, et il avait passé 1 heure à me parler de son histoire avec le jeu. Comment ça avait recommencé discrètement, comment il le gérait, comment il suivait des séances de suivi psychologique depuis 3 mois. C'était la première fois qu'il me parlait de ça à voix haute, sans honte, sans me demander de l'argent. Je l'avais écouté, je lui avais dit que je savais, depuis les dettes que j'avais remboursées, et que je n'avais pas eu besoin qu'il me l'explique pour continuer à l'aimer. Il avait pleuré un peu, comme il pleurait à 7 ans quand il tombait dans le jardin, et que la douleur arrivait toujours quelques secondes après le choc. J'avais fait comme quand il était petit. Je l'avais laissé pleurer sans rien dire, et j'avais attendu que ça passe.
l'accord de remboursement s'exécutait comme Maître Aumont l'avait prévu, par virement mensuel, contrôlé, tracé. Thierry remboursait 1 200 € par mois sur une durée de 2 ans et demi. Julien remboursait 700 € par mois sur 18 mois. Ce n'était pas une question d'argent. L'argent, je l'avais, et la somme totale ne représentait pas une catastrophe dans mon bilan. C'était une question de principe, une question de structure, parce qu'une plante qui n'a pas de structure pousse dans tous les sens et finit par ne plus produire de fleurs. Ce que j'essayais de leur donner, avec ces remboursements, avec ces dimanches, avec ces conditions posées froidement et tenues fermement, c'était une structure. La structure que je n'avais peut-être pas suffisamment imposée quand ils étaient jeunes, quand je confondais l'amour et l'absence de limite. Le fonds que j'avais décidé de créer avec une partie du patrimoine récupéré portait le nom de Racines solides. J'avais choisi ce nom moi-même, sans que Maître Aumont ou Yvette aient leur mot à dire, et ils avaient tous les deux approuvé sans chercher à modifier quoi que ce soit. Racines solides était un fonds de soutien aux personnes âgées victimes de maltraitance familiale dans le département du Rhône, géré en partenariat avec l'association Âge et Dignité que Brigitte m'avait fait connaître via ses contacts professionnels. Le fonds finançait des consultations juridiques gratuites, une ligne d'écoute téléphonique et des démarches d'accompagnement pour les femmes et hommes âgés qui n'avaient pas, comme moi, un Maître Aumont dans leur téléphone, une Yvette en face de leur fenêtre et 50 ans d'expérience pour savoir que les racines profondes ne se voient pas, mais qu'elles tiennent. Je versais chaque trimestre une somme issue des revenus locatifs de mes appartements de Villefranche. Une somme que je considérais comme le loyer que je payais à la vie pour m'avoir appris, à 79 ans, que la dignité ne s'obtient pas en criant. Elle s'obtient en préparant, en attendant et en sachant exactement quand ouvrir la main pour montrer ce qu'on tient depuis le début. Un dimanche de juillet, environ 7 mois après ce matin de janvier, je me suis réveillée tôt, avant le soleil, et je suis allée dans mon jardin avec mon café dans les mains. Les roses avaient fleuri. De vraies fleurs cette fois, pas les squelettes de novembre, mais des roses de juillet, épanouies et vivantes, rouges et crème, sur des tiges que j'avais taillées en mars avec précision. L'air sentait la terre mouillée par l'arrosage du soir, et quelque chose d'autre, quelque chose de difficile à nommer, qui est peut-être simplement l'odeur du matin quand on est enfin chez soi. Yvette était à sa fenêtre, avec son café à elle, et on s'est fait un signe de la main comme on le faisait depuis 20 ans. Certaines choses ne changent pas, et c'est précisément pour ça qu'elles valent quelque chose. Je n'ai pas pardonné à Nadège. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Certaines personnes vous diront que le pardon libère celui qui pardonne, et c'est peut-être vrai, mais je crois aussi qu'il y a des actes qui ne méritent pas le mot « pardon » au sens où on l'entend habituellement, comme si le pardon effaçait ce qui s'est passé, comme si la casserole d'eau glacée n'avait pas existé, comme si les mots dans le salon, la nuit du 17 janvier, n'avaient pas été dits. Ces mots ont été dits. Cet acte a été commis. Je les porte pas comme une blessure ouverte, mais comme une information. Le genre d'information qui change la façon dont on regarde une plante pour toujours, qui fait qu'on ne la met plus au même endroit dans le jardin, qu'on ne lui fait plus confiance avec la même légèreté. Je n'avais pas de haine, mais j'avais une clarté. Et la clarté, pour une femme de 79 ans qui a construit sa vie pétale après pétale, est un cadeau plus précieux que n'importe quel pardon. Ce matin de juillet dans le jardin, en regardant mes roses, j'ai pensé à Henri. Je pense à lui souvent dans le jardin. C'est l'endroit où il est le plus présent, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il aimait s'y asseoir le soir, et qu'il avait une façon de regarder les plantes pousser avec cette patience tranquille qu'il avait pour tout. Il aurait eu 76 ans cette année. Il aurait été grand-père depuis 10 ans. Thierry n'avait pas d'enfant, mais Julien avait une fille de 8 ans que j'adorais et qui venait parfois passer le mercredi chez moi. Henri aurait été un grand-père magnifique. Il aurait appris à Emma comment tailler les rosiers. Il m'aurait dit, avec ce demi-sourire qu'il gardait pour les situations difficiles, « Tu t'en es bien sortie, Georgette, comme toujours. »
et j'aurais répondu ce que j'aurais pu répondre à n'importe qui m'aurait dit ça, après tout ce qui s'était passé, que je n'avais rien fait d'exceptionnel, que j'avais juste fait ce qu'une fleuriste apprend à faire depuis le premier jour, prendre soin de ce qui est vivant, couper ce qui est mort, et ne jamais sous-estimer une racine sous prétexte qu'on ne la voit pas. Ils m'avaient vu en chemise de nuit, les pieds nus sur le carrelage froid. Ils avaient vu une vieille femme mouillée et tremblante qui n'avait nulle part où aller. Mon fils avait détourné le regard et Nadège avait dit qu'une vieille qui exagère, c'est tout. Mais la voisine avait son téléphone en main depuis 10 minutes déjà. Et elle n'était pas seule à avoir tout entendu. Voilà ce qu'ils ont oublié, dans leur certitude que j'étais seule. On n'est jamais vraiment seul quand on a passé 50 ans à prendre soin des gens autour de soi. On n'est jamais vraiment sans ressources quand on a eu la sagesse de planter discrètement des graines dans des endroits que personne ne pense à chercher. Et on n'est jamais vraiment vaincu quand on a des racines assez profondes pour tenir dans le gel de janvier. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, de m'avoir accompagné dans cette maison froide, dans ce jardin de juillet, dans tous les endroits par où cette histoire m'a fait passer. Tu n'étais pas obligé de rester, et tu es resté. Ça compte énormément pour moi. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, pour qu'on se retrouve, pour qu'il y ait d'autres histoires comme celle-ci, d'autres femmes qu'on entend, d'autres voix qu'on ne fait pas taire. Et souviens-toi de ça, quoi qu'il arrive dans ta vie. Ce qu'on ne voit pas peut être précisément ce qui tient le mieux. Comme les racines, comme toujours.